Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir le général Henri Roure, officier général issu des troupes de marine, Saint-Cyrien, breveté de l'école supérieure de guerre, docteur d'État en sciences politiques. Il a conduit de nombreuses actions en Afrique. Il est membre du cercle de réflexion interarmée, qui est un groupe informel d'anciens militaires et de fonctionnaires qui réfléchissent aux grands problèmes actuels géopolitique. Et il est aussi écrivain féru d'art et de culture. Bonjour, général Henri Roure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Madame de la Motte, de m'avoir invité. Je suis ravi d'être sur Radio Rivage ce matin. Merci beaucoup de nous consacrer du temps. Alors, on va aborder, Général Henri Roure, votre carrière, beaucoup d'actions conduites en Afrique. Vous allez raconter votre parcours de général à nos auditeurs de Radio Rivage. Alors, avant d'être général, je suis passé par tous les grades de l'armée de terre française, et plus particulièrement au sein de mon arme, comme vous le disiez dans la présentation, dans les troupes de marine qui ont vocation à agir, à servir à l'extérieur du territoire français ou du territoire métropolitain. Donc j'ai partagé, ma vie militaire s'est partagée évidemment en formation. Je suis Saint-Cyrien, comme vous l'avez rappelé. J'ai commencé ma carrière dans un régiment parachutiste du sud-ouest de la France. Puis, naturellement, j'ai effectué un premier séjour à La Réunion, l'île de La Réunion, et puis un retour en métropole pour faire pour aller en école, parce que dans les armées, on se forme en permanence. Et au cours de ma carrière, j'ai servi en Afrique, un peu partout, mais notamment au Sénégal. Sénégal, qui est un pays ami, un pays proche, avec lequel j'ai des liens très très particuliers, où j'ai monté une école de formation d'officiers qui s'appelle le NOA et qui maintenant est une école interrégionale. Ça a été une mission merveilleuse, où j'avais à la fois le travail de l'instructeur et de l'administrateur et puis du créateur, évidemment. Bon, après ça, ma foi, il s'est agi de continuer à se perfectionner. J'ai passé le concours de l'école de guerre que j'ai réussi, et ce qui m'a amené, évidemment, après quelques années de formation et de préparation au commandement d'un corps, d'un régiment, donc d'arriver à commander. Là, j'ai à nouveau commandé en Afrique. J'ai commandé les troupes françaises au Gabon et le 6e de marine, le 6e bataillon d'infanterie de marine. À l'époque, c'était une unité qui était à peu près la seule à être capable d'intervenir très directement et très immédiatement dans les crises qui, malheureusement, secouaient et secouent toujours l'Afrique francophone. Donc, au cours de ce commandement, je suis intervenu au Congo, en RDC, en Angola. J'ai même envoyé une unité élémentaire à l'époque déjà au Rwanda. Je suis intervenu au Tchad, un peu partout. Voilà, ça c'était une partie exaltante du métier. À l'issue, eh bien, malheureusement, les commandements dans l'armée d'aujourd'hui ne peuvent pas durer toute la carrière. Donc, il faut passer par les états-majors. Et ça, j'ai été très provisoirement affecté dans une unité, dans un état-major à Strasbourg, le corps européen. Mais je n'y ai pas passé longtemps parce que j'étais prévu pour assurer les fonctions de chef d'une section qui avait à l'état-major des armées, qui avait en charge les relations internationales des armées françaises avec
le monde du Sud. Alors c'est vaste le monde du Sud, hein, bien sûr, mais c'était l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, etc., qui m'a amené à rétablir des relations militaires avec, par exemple, l'Afrique du Sud post-apartheid, avec le Vietnam, où j'ai été remarquablement accueilli, et d'accompagner le chef d'état-major des armées dans un certain nombre de visites. Et j'avais en plus, ça me revient en vous parlant, la responsabilité de tous nos observateurs français, militaires, mis à la disposition de l'ONU, ce qui m'a amené à aller sur à peu près tous les théâtres d'opération de l'ONU, hein, et pour les voir, pour les encourager, pour apprécier leur travail. Voilà ma carrière. Et puis après, évidemment, ça a été le séjour dont je peux vous parler aux Antilles, où je commandais 4 régiments. C'était à l'époque, et c'était très particulier. Les choses ont changé, largement changé depuis. Mais j'avais le commandement sur les unités de l'armée de terre et sur la direction du génie, la direction du commissariat, hein, les 2 régiments du service militaire adapté et les 2 régiments des forces, le 33e RIMA et le 41e BIMA, qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà, ça a été un temps également exaltant. Et après, ça a été le final où j'ai eu affecté au gouvernement militaire de Paris et chargé là aussi de la logistique outre-mer et des effectifs de la région Terre-Île-de-France pour terminer évidemment général en 2e section. Alors, cette connaissance des pays et des hommes et des territoires a été et est précieuse pour travailler au sein du cercle de réflexion interarmée, hein, qui est un groupe informel dont vous allez nous parler, d'anciens militaires et de fonctionnaires qui se réunissent pour parler des problèmes géopolitiques actuels. Chers auditeurs, nous poursuivons notre interview du général Roure et son travail au sein du cercle de réflexion interarmée qui réunit en fait des fonctionnaires et d'anciens militaires qui réfléchissent aux grands problèmes géopolitiques. Parlez-nous, général Roure, de votre travail au sein de ce cercle. Alors, tout d'abord, je voudrais apporter une précision sur le cercle de réflexion interarmée. Ça n'est pas une association, c'est un regroupement très, très souple dans sa structure, d'officiers généraux et de hauts fonctionnaires et de personnalités qui se sont rassemblés à l'instigation de l'un d'entre nous et qui ont une vocation particulière à réfléchir sur les problèmes géopolitiques. Oui. Alors, nous ne nous réunissons pas, nous travaillons, ça c'est une caractéristique aussi, nous travaillons uniquement par la voie informatique. Il nous est arrivé de faire une visioconférence. Oui, oui. Mais c'est surtout des échanges écrits et téléphoniques. On parle de groupe informel. C'est totalement informel. Voilà. C'est totalement informel, mais nous avons un nom, Cercle de réflexion interarmée. Nous publions des documents, des documents qui ont un logo, qui sont signés ou co-signés par les membres qui ont participé à la réflexion sur tel ou tel sujet. Et ces documents sont adressés aux autorités politiques. Par exemple, nous avons fait une étude il y a quelques temps sur la France dans l'Asie-Pacifique, et le thème c'était de l'Ukraine à Taïwan, quels enseignements pour la France. Donc, vous voyez, ce sont des activités de recherche et évidemment, elles sont toutes centrées sur l'intérêt que notre pays peut trouver ou sur les difficultés que notre pays peut rencontrer. Mais le but, c'est toujours d'essayer de proposer des solutions et d'adresser ces propositions de solutions
à des autorités qui ont la charge de diriger notre pays, ou qui ont une influence morale, une influence intellectuelle, ou une influence directe sur tel ou tel organisme. Oui, Voilà, je comprends. Oui, oui. Alors l'idée aussi, c'est d'apporter vos connaissances et pour enrichir le débat, et puis élargir aussi peut-être les perspectives et les visions que nous pouvons avoir également. Alors tout à fait. Nous sommes le fait que nous soyons dans une structure extrêmement souple et que nous venions d'horizons militaires et civils divers fait que nous n'avons aucun a priori. Et d'ailleurs, c'est le but. Nous réfléchissons librement et nous faisons des propositions qui sont construites. Alors évidemment, les échanges favorisent le rapprochement, oui, ou la compréhension des idées du camarade, etc. Donc nous arrivons à des propositions qui sont très, très construites, très, très étayées. Alors, oui, dans votre carrière, Général Roure, vous avez exercé des missions de diplomate, d'enseignant et de chef opérationnel. Alors, de diplomate notamment. Ça, c'est précieux au sein de ce cercle. Oui, mais vous savez, bon, moi j'apporte mes compétences, j'apporte mon expérience, oui. Mais il y a aussi dans ce groupe de réflexion des hauts fonctionnaires civils qui ont géré des administrations. Il y a des généraux, des officiers généraux qui proviennent de la marine, qui proviennent de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de l'armée de terre. Et d'abord, je dis officiers généraux, mais il y a aussi des officiers supérieurs. Il y a même, je crois, 2 ou 3 sous-officiers. Donc, c'est très éclectique, et puis chacun, c'est le but, c'est vrai, véritablement le but. Chacun apporte son expérience. Nous avons, par exemple, sur cette affaire que j'évoquais, réflexion sur le basculement de l'Ukraine à Taïwan, quel pour la France. Nous avons dans notre groupe amical 2 officiers généraux qui ont été attachés de défense en Asie, au Vietnam et en Chine. Vous pensez bien que la richesse culturelle de ces 2 camarades est considérable et nous a permis de voir un plus par rapport à certains autres organismes officiels de réflexion. Ces 2 camarades parlent chinois. Donc, vous voyez bien bien sûr, c'est un apport, bien sûr. Par exemple, c'est la connaissance, l'implication dans la culture chinoise. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Général Roure, avec les crises, la crise mondiale que nous traversons, la guerre en Ukraine, ce qui se passe également en Israël, comment dire, le rôle de la diplomatie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un sujet majeur dont on parle beaucoup, et souvent en termes de critique, on parle de manque d'experts de haut niveau et que la diplomatie finalement en France n'est pas suffisamment développée et qu'on a peut-être moins de personnalités majeures en diplomatie. Qu'en pensez-vous ? Alors, d'abord quelques remarques préliminaires. Notre réseau d'ambassades est le plus important au monde. Il y a un peu plus de 200 ambassades dans le monde. Alors, pensez bien qu'avec 200 ambassades, 200 ambassadeurs, on a des retours d'informations qui sont importants. Oui. Donc on a les moyens d'avoir une politique, on a le Quai d'Orsay, la culture la connaissance des pays concernés. Ça c'est un point majeur. Puis nos diplomates sont très compétents. Je regrette à titre personnel que le corps diplomatique, comme le corps préfectoral, ait été supprimé. Et je crois que ce sont des domaines où il faut une formation et il faut une compétence. Alors, s'agissant maintenant du rôle de la France dans le monde, il est toujours très important. La France est une grande puissance. C'est une puissance qui est membre permanent du Conseil de sécurité.
savez, il y a 5 membres permanents. La France est un de ces 5 membres permanents. La France a une dissuasion nucléaire. Et la France, la dissuasion nucléaire. Et la France a aussi, j'ai une expression qui n'est pas tout à fait vraie, mais qui est quand même significative. C'est le premier empire maritime au monde, avec près de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Ces zones économiques exclusives autour de nos départements et territoires d'outre-mer, c'est nous, c'est la France, c'est la propriété, comme les terres émergées. Alors comment une telle puissance ne pourrait pas avoir une voix qui marque dans le monde? Elle a une voix qui s'entend. Cela dépend aussi, évidemment. Alors, je dis ça, mais il y a la richesse de la France en fond de tableau. La France est un pays riche. On critique ou pas la façon dont l'économie est gérée, ça c'est une autre affaire, mais fondamentalement, la France est un pays riche. Donc, nous avons tous les outils pour avoir une diplomatie et une action en matière internationale importante. Maintenant, il y a des choix politiques qui peuvent être faits. Si vous voulez parler au travers de l'Union européenne, c'est sûr, la France portera moins. Si vous voulez vous aligner sur les États-Unis d'Amérique et sur le Royaume-Uni ou sur l'Allemagne, c'est sûr, votre voix portera moins. Mais en tout état de cause, la France a les moyens de s'exprimer et d'être écoutée. Pendant des décennies, elle a eu cette position très particulière qui a contribué à sa grandeur et au fait que la France ait été appréciée dans le monde entier pour ses qualités conceptuelles, ses qualités de médiation, etc., etc. Voilà. Donc, oui, vous parliez de l'Ukraine, on peut en traiter évidemment, mais c'est pas tellement, comment dire, c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement délicat, où les positions sont extrêmement tranchées et où la vérité a du mal à émerger. Oui. Certes, vous savez, dans cette affaire, il y a un agresseur, il y a des agressés, mais on peut pourquoi l'agresseur a agressé et les raisons pour lesquelles l'Ukraine est dans une mauvaise posture aujourd'hui. Donc, ce sont des questions extrêmement complexes et il est très très difficile, bien sûr, très difficile d'apporter une réponse aujourd'hui parce que il y a l'idéologie qui est en cours. Voilà. Mais en parallèle de la guerre, Général Roure, on parle constamment de nécessité de négocier, donc de diplomatie. La diplomatie est donc en fait une arme à part entière pour laquelle il faut des cerveaux. Alors absolument. Alors je vais revenir sur le cercle de réflexion interarmée. Nous avons fait une proposition. On l'a adressée à toutes les personnalités que j'évoquais précédemment, une proposition de cessez-le-feu, que la France demande un cessez-le-feu. Alors nous ne sommes pas les seuls, le pape a fait cette même demande. Oui. Mais vous voyez, cela fait maintenant pratiquement un mois que nous avons lancé cette idée et il n'y a pas eu d'écho. Alors pourquoi un cessez-le-feu ? Parce que vous ne pouvez pas entamer des négociations si des opérations sur le terrain sont encore menées. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu dans des conditions particulières, par exemple qu'il n'y ait plus d'apport d'armement, qu'il n'y ait plus de mouvement de troupes, etc., etc. Mais un cessez-le-feu, c'est la condition sine qua non, c'est la condition préalable avant des négociations. Et ces négociations, vous savez, là, il y a des excités qui parlent de guerre, mais comment dire, ces négociations sont inévitables. Il vaut mieux qu'elles aient lieu le plus rapidement possible, parce que en attendant, vous avez des milliers de jeunes qui sont en train de mourir. Pourquoi ?
On sait très bien où l'on va aller. Les États-Unis le savent, l'OTAN le sait, nos dirigeants le savent aussi. Il y a une situation en Ukraine qui ne peut pas perdurer, et il faut prendre en compte la légitimité des uns et la légitimité des autres. Donc, on arrivera inévitablement à un compromis. Alors, voilà, c'est pour la raison pour laquelle on a demandé ce cessez-le-feu. Alors, vous voyez, ça peut vous paraître paradoxal, parce que nous pourrions, alors que nous regroupons des officiers généraux, plusieurs dizaines d'officiers généraux, que ce soit des militaires ou d'anciens militaires, qui demandent un cessez-le-feu, qui proposent un cessez-le-feu. Mais non, parce que nous avons pleinement conscience de ce qui se passe et de la gravité de la situation. La Seconde Guerre mondiale a été déclenchée par ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie, la dislocation, les abandons de Daladier et de Chamberlain. La Première Guerre mondiale, ça a été l'assassinat de l'archiduc d'Autriche. Oui. Voilà, donc on est à la merci d'un incident, et il faut vraiment éviter. Oui. Donc toujours ce cessez-le-feu, un préalable. Pour reprendre votre question, la diplomatie, oui, c'est inévitable. C'est inévitable, mais la condition pour nous, et pour moi, sine qua non, c'est d'abord, et c'est la première marche, un cessez-le-feu. C'est la première marche de la négociation. Ça veut dire que l'on se parle, au moins, enfin officiellement, parce qu'officieusement, c'est tu. Les gens se parlent. Bien sûr, le dialogue continue, même si on n'en a pas forcément écho et une communication précise sur ce point. Je rappelle une chose, c'est que, on parlait de diplomatie, c'est que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous avons un ambassadeur en Russie, les États-Unis aussi, la Grande-Bretagne aussi. Donc c'est quand même assez curieux comme situation. Oui, une situation complexe avec beaucoup aussi d'enjeux qui se croisent et des intérêts parfois contradictoires, mais on se rend bien compte que la diplomatie est une arme à part entière. Alors, Général Roux, nous avons parlé de votre carrière de militaire, vos actions, votre travail de réflexion actuel. Mais j'aimerais aussi faire découvrir aux auditeurs votre travail d'écrivain, parce que vous êtes un homme féru de culture, d'art, de poésie, et vous avez notamment, parmi de nombreux ouvrages, écrit Hasard, mystère et destin en pays catalan. Alors, est-ce une façon de parler de vos racines, de la vie de vos ancêtres et de tout ce qui compte intimement pour vous? Alors, oui, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents d'abord, et puis par mon métier m'a amené à voyager beaucoup, mais je suis toujours resté très attaché, et je pense que les Bretons qui peuvent vous écouter le comprendront. Tout à fait. Je suis resté très attaché à mes racines. Je suis de la région de Perpignan, plus exactement de Prades, et pendant les vacances, lorsque nous revenions en ce qui était la métropole à l'époque, mon père et ma mère, enfin mes parents, et donc la famille était soit au Maroc, soit en Algérie. On revenait pour les vacances en métropole. On disait ainsi à l'époque, en France, si vous préférez. Et le soir, il n'y avait pas la télévision, en tout cas elle n'était pas développée comme aujourd'hui, avec mon grand-père maternel, nous nous promenions et nous rencontrions des tas de gens, parlaient, et souvent ils évoquaient des histoires, des historiettes. Et mon grand-père avait l'art du conteur, donc il me racontait ces histoires, notamment ces histoires de guerre de 14-18, non pas les combats, mais des anecdotes, toujours très rigolotes d'ailleurs. Et ça m'a amené
progressivement d'abord à comprendre la langue catalane parce que certains de ses ouvriers, certains de ses amis s'adressaient à lui en catalan et le cerveau d'un gamin, c'est une éponge. Donc j'ai absorbé la langue catalane. Aujourd'hui, vous avez peut-être noté mon accent. Donc je n'ose pas parler catalan parce que ça ne peut se parler qu'avec l'accent. Mais je pense que j'arriverai à m'exprimer dans cette langue. Alors, j'ai eu une culture régionale, inévitablement, même fractionnaire, parce que je n'ai pas vraiment vécu dans les Pyrénées-Orientales, mais j'ai toujours été attaché, j'avais des amis, des camarades là-bas, j'ai toujours, c'est un point d'attache. Et donc, je me suis, lorsque j'en ai eu le loisir, le temps, investi dans la culture catalane. Je vais vous parler de Prades. Prades, une petite ville qui a été mise en lumière par le fait que son maire de l'époque, Jean Castex, a été nommé Premier ministre pendant un moment. Mais Prades est surtout connu dans le milieu artistique et culturel pour le festival Pablo Casals, un festival de musique, surtout orienté vers la musique de Bach, et pour d'autres choses, les journées romanes, par exemple, ou l'université catalane d'été qui regroupe un certain nombre de scientifiques, de penseurs, de philosophes, et qui, pendant la période estivale, donnent des cours, font des interventions. Alors, ça se passe au lycée de Prades. Et c'est fréquenté aussi bien par les Catalans du Sud que par les gens du Nord, enfin du département des Pyrénées-Orientales, du Sillon, que par des gens de... Alors la Catalogne, il faut le savoir, ça va jusqu'à Valence, ça inclut les Baléares et ça inclut aussi une ville de Sardaigne qui s'appelle Alguer. C'est curieux, c'est l'histoire, c'est l'Empire catalan, c'est les reliquats de cette dimension qui font que aujourd'hui vous avez des gens qui parlent catalan dans toutes ces régions et qui sont attachés à leur culture, à leurs racines. Et donc cette université catalane d'été permet de les rassembler. Je vous parlais des journées romanes, il y a aussi les ciné-rencontres, c'est je crois le plus vieux festival de cinéma de France, c'est un petit festival, mais qui dans le milieu cinématographique est connu et apprécié. Voilà, puis il y a plein de petites choses. Donc je suis attaché à tous ces aspects concernant mon petit pays, mon petit pays. Alors voilà. Et lorsque j'ai écrit Hasard, mystère et destin en pays catalan, là aussi, c'est de l'invention, bien sûr, et c'est à tout ça que je pensais. D'accord, et c'est bien près du micro, Général Roure, qu'on vous entende bien. Que vous apporte, Général Roure, le travail d'écriture dans une carrière où vous avez été beaucoup sur les terrains d'action, où on est constamment à parcourir le monde. Écrire, est-ce que ça a été pour vous synonyme de pause, d'introspection ? Alors, vous savez, l'écriture, je crois que c'est un besoin. Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours eu, tout gamin, si je remonte dans mon jeune temps, j'ai toujours eu l'intention d'écrire. Pourquoi ? Parce que j'aimais la langue française et j'aimais les écrits, la littérature. Alors, ce que ça apporte, ce que ça m'apporte, d'abord, c'est vous rassemblez vos idées, vous faites travailler votre intelligence quand vous écrivez. Vous faites appel à tout ce que vous avez en mémoire, à votre culture, à votre imagination, et puis aussi vous faites des recherches parce que quand vous écrivez des bouquins, inévitablement à un moment vous avez besoin d'aller voir ailleurs,
chez d'autres auteurs, chez des écrivains, des spécialistes, des précisions sur le développement que vous faites dans le bouquin que vous écrivez. Donc, ça apporte énormément. Je crois que écrire, c'est aussi un enrichissement culturel. Et puis, il y a la satisfaction. Elle est personnelle, la satisfaction d'abord. La satisfaction d'avoir écrit de manière ordonnée quelque chose. Mais cette satisfaction est décuplée lorsque vous êtes édité. Oui, oui, bien sûr, c'est un grand moment, ça. La première étape, c'est l'impression du verbe imprimer. Lorsque vous avez un bouquin en main, vous dites c'est mon œuvre. Il y a une petite satisfaction d'ego. Là. Mais votre satisfaction est encore plus grande lorsque vous savez que votre ouvrage est diffusé et que des personnes lisent ce que vous avez écrit. Oui. Alors, voilà. Oui, lisent et partagent. Voilà, c'est le partage et la rencontre avec les lecteurs. Avez-vous participé à des salons récemment, Général Roure, pour présenter vos ouvrages? Alors non, malheureusement, je n'ai pas... Vous savez, subodoré que mes activités sont nombreuses. Oui. Et malheureusement, je n'ai pas le temps. Alors, j'ai participé de mémoire à un ou deux salons il y a quelques années. Oui. Mais avec une récompense à la clé. C'était marginal. Je pense que dans l'avenir, si je peux le faire, je le ferai volontiers. Parce que là aussi, il y a des échanges. Je corrige quand même. J'ai participé à un salon à Nice où j'ai rencontré quelques auteurs beaucoup plus connus que moi à l'époque. Et c'était là aussi un lieu d'échange. Et je parlais de ces recherches que l'on fait quand on écrit. La recherche, là, vous l'avez tout de suite, parce que elle est faite tout de suite, puisque vous discutez avec d'autres auteurs. Voilà. J'ai participé effectivement à un salon à Nice, ça me revient en vous parlant. Bon, alors c'est une porte ouverte pour vous proposer participer à un salon littéraire à Arzon, dans le golfe du Morbihan, dans les prochains mois. Qui sait, notre studio est tout près de Port-Navalo. Seront très très heureux à Radio Rivage de vous recevoir à notre studio, et puis peut-être pour le salon littéraire qui se tient au mois de février chaque année, c'est le salon littéraire, ainsi qu'à Vannes. On va prendre date. Voilà, nous arrivons au terme de notre interview, Général Roure. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. On a appris beaucoup de choses avec vous. Passionnant. Merci pour le partage de vos connaissances. Merci beaucoup pour votre joie de vous exprimer à notre micro de Radio Rivage pour nos auditeurs. Eh bien, je vous remercie, moi, parce que j'ai eu plaisir à vous rencontrer au bout des ondes. Oui. Et si les auditeurs ont apprécié, j'en suis d'autant plus heureux. Ils vont apprécier. Alors, il me reste à remercier Marie-Noël, Caroline et Bénédicte qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage, qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Je remercie les auditeurs de Radio Rivage, de plus en plus nombreux à suivre mes deux émissions, Escapade d'artistes, Au fil du lien. Je les remercie beaucoup pour leur fidélité, pour leurs messages sur notre boîte mail et sur Facebook. Merci beaucoup, Général Henri Roure, de vous être exprimé à notre micro sur des sujets majeurs et de nous avoir aussi fait partager votre passion de l'écriture et de la transmission en fait d'histoire. C'était très très intéressant. Merci encore, Général Roure. De rien, avec plaisir. Avec plaisir partagé. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.